Hey, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'espace, cet endroit où personne ne vous entendra rire de plaisir. Parce que oui, je suis accompagné pour cette mini-campagne estivale chez Co-Critique et j'ai le plaisir d'animer ainsi une partie d'Alien, le jeu de rôle sur table, un jeu que j'ai parlé une fois sur la chaîne il y a environ 4 ans. Faudrait peut-être que je refasse comme une mise à jour de cette vidéo où que je dois avoir beaucoup trop zoomé Elle est super bonne. Elle est Je super sais, tu bonne, l'as la écouté vidéo. récemment en plus, tu l'as écouté récemment. Mais j'ai pas le goût. J'ai pas le goût de la J'ai réécouter. pas le goût de... Oh, come on! Mais, mais bref, oui, partie d'Alien, mini-campagne sur la chaîne de Coup Critique. Et vous allez voir, habituellement, on va dire les autres épisodes, les autres vidéos vont débuter immédiatement dans la partie. Mais pour cette première vidéo-là, je souhaitais prendre le temps d'accueillir ma joueuse et mes joueurs autour de la table, faire un petit tour de table, faire une petite présentation, se lancer la balle sur ce qui se passe ces temps-ci, et remercier, faire quelques remerciements et ensuite se lancer dans l'aventure. Donc, commençons sans plus attendre. Je suis bien sûr accompagné de l'incroyable et talentueuse Kim Dupont. Bonjour Kim, ça va bien? Bonjour, Pépé. Oui, ça va bien. Ça va très bien, tant mieux. Qu'est-ce que tu fais de bon ces temps-ci? Ben, je fais partie de Coup Critique. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Oui, Oui, c'est oui, vrai. oui. Oui, 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 Ouais, oui. ben, c'est ça. Puis ça, je suis en vacances, je fais de la peinture de figurines aussi. Fait que, Mhm, mhm. c'est ça. Geek à temps plein, je te dirais. C'est bien ça. Je Oui. pense que tu parti à un projet de peinture de figurines, je crois. Oui, oui, d'ailleurs, HD Mini avec mon Oui. collègue Jonathan, où on prend des petites commissions de peinture de figurines, de statuettes et de bustes. Si vous voulez avoir un gros monstre peint sur votre table de jeu, Mhm. on est là pour ça. Allez Ouais. voir ça. D'ailleurs, si vous avez déjà vu la miniature de moi, c'est Kim qui l'a peinturée. Oh, Fait oh que, oui, c'est allez vrai! voir ça. Que t'as Oui, c'est cassé. Kim qui l'a. Que mon chat a cassé, Quoi? d'ailleurs. Mon chat Oh, l'a fait tomber à terre sans scrupule. on est dans le Mais Pauvre jeu. chat. merci. Merci, Kim. Les liens menant à ce projet palpitant seront dans la description de Oh, cette t'es fin. vidéo. Mais écoute, ça me fait plaisir. Et ensuite, nous sommes bien sûr accompagnés d'un autre, quand même assez récurrent sur la chaîne. Bien sûr, je parle de Pierre-Louis Renaud. Bonsoir, Pierre-Louis. Ça va bien? Bonsoir, ça va bien, oui. Pierre-Louis, qu'est-ce qui se passe de bon du côté de Etu Game ces temps-ci? Oh, toutes sortes de choses. On joue à des jeux, parce Oui. qu'on s'est rendu compte que des jeux, il y en a pas mal. Tu sais, des jeux de table, Mhm. même des jeux de rôle. Puis on s'est dit, ce serait le fun d'en parler. Fait que, on essaie ça, là, toutes sortes de jeux. Puis c'est bien le fun. Aussi, j'ai commencé ça dernièrement, là. J'essaye ça. Je sais pas si ça va marcher, mais à la fin de chaque mois, j'essaie de parler des jeux de rôle que j'ai pu tester dans le mois dernier. Puis, tu Mhm. sais, des fois, c'est dur parce que les jeux de rôle, t'en essaies un, peut-être genre 1,5 dans un mois. Mais là, ça donne que le mois de juin, j'avais fait plein de one-shots. Fait que j'ai pu parler un petit peu de cette expérience-là. Puis là, je vais pouvoir parler d'Alien le mois Ben prochain. oui, c'est ça, je veux savoir. Je veux savoir si tu allais pouvoir parler d'Alien, j'espère. J'espère que tu Ouais. vas en parler. Et, OK, vite comme ça, OK, vraiment, là, à brûle pour point, tu me réponds le plus rapidement possible. Oh C'est quoi gosh. ton gros coup de cœur dans les jeux que tu as essayé, les jeux de rôle que tu as essayé en mai? En En juin. mai, Ou en juin, euh, plutôt en juin, parce qu'on est en juillet. C'est vrai, on est maintenant en juillet. mais En en juin. mai, on a joué à Non, je m'en fous de Heart. mai. Juin, Ah, juin. oublie ça, Heart d'abord. Mais j'ai vraiment aimé Frontiers Scum. En juin, on a Oui. fait un one shot. Ah ouais. On joue comme des cow-boys malfrats Oui. d'un Ouest américain fantasmé qui est un peu. Tu sais, on sort l'Ouest américain, genre de son contexte géopolitique, pour éviter toutes les espèces de problèmes qu'on n'a pas le goût d'aborder dans le jeu de rôle. Puis c'est une espèce de fantasy cowboy où tout est possible. Puis on est vraiment des crados, des méchants. Puis on fait des mauvais coups, là. On va gâcher des mariages. C'est Le ça pire notre que je peux imaginer. Très On cool. a gâché ce mariage-là. Ça va? Très cool. Tout un one-shot. Ah oui, c'était bien le fun. Très cool. J'aime beaucoup Francis, comme c'est un très bon jeu. Ben, Ouais. merci. Merci Pierre-Louis du partage et merci de te joindre aussi à cette mini-campagne d'Adienne. Si je peux me J'adore ton permettre, retour. par contre, vous avez une mini-campagne qui commence là, la diffusion, si je me trompe pas. Oui, écoute, on a lancé le premier épisode de Horreur liminale, qui est un jeu d'enquête et d'horreur qui est animé par Pierre-Philippe Renaud. Et que si vous aimez ça, le monde un peu inexplicable à la X-Files, puis des ambiances Oh. vraiment glauques, surnaturelles, là,
allez jeter un œil là-dessus. C'était bien le fun à faire, ça, hein, Pépé? Oui, c'était vraiment cool pour elle. Ça lui aura énormément de plaisir de jouer comme ça en studio. C'était le fun. Tantôt, je l'ai fait écouter un extrait à ma conjointe, puis elle a vu la vidéo, puis elle a dit waouh, ouais, c'était donc bien beau là-dessus. Puis j'étais comme merci. C'est vrai. C'est vrai, t'étais très, très beau, Pépé. Oh! Particulièrement dans cette vidéo-là. Dans la vraie vie, je suis un esti pichou. Fait que, on continue ainsi. Ben non, c'est pas vrai. Elle dit non. Je viens de l'entendre dire non. Et non, je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai, bon. Et on est finalement aussi avec nous autour de la table une personne qui vient jouer pour la première fois. Pour la première fois. Et pour le premier Actual Play, je pense, en plus, enregistré, mais qui n'est pas à sa première participation sur la chaîne parce que j'ai eu l'occasion de le passer en entrevue. Il s'agit de Steven, a.k.a. Steven Slab. Bonsoir, Steven, ça va bien? Bonsoir, ça va extrêmement bien. Vraiment, vraiment excité de faire un premier actual play comme ça. Vraiment, comme j'ai Mhm. dit, j'ai pu m'acheter un petit kit Overkill pour faire l'enregistrement. Je suis bien excité. Mon compte en banque l'est moins, mais tout va bien. Très cool, très cool. Je l'imagine, tu sais, comme couché comme ça dans les espèces de Le matelas un peu penchés fauteuil, avec ouais. l'écran par-dessus sa tête, là, puis comme genre tout autour de lui pour pouvoir vivre. Mais Steven, qu'est-ce qui se passe d'abord ces temps-ci? Parce que quand on a eu l'occasion d'échanger en enregistrement, on avait eu en entrevue, je veux dire, tu nous avais parlé de cette fameuse soirée de contes qu'il y avait lors du festival de contes de Memphremagog. Donc, je voudrais Oui. savoir un peu comment ça s'est passé. Beaucoup de plaisir, beaucoup de Vraiment fun. bien. Puis tu sais, pour peut-être ceux et celles qui ne le savent pas, dans le fond, c'est le projet, ça s'appelle Décompte. C'est finalement un one-shot d'un jeu de rôle Mhm. qui est inspiré d'un conte traditionnel québécois ou d'une légende, Mhm. là, ça dépend des cas. Puis c'est un projet pilote qu'on a commencé. D'ailleurs, Pépé a été un collaborateur vraiment précieux pour ça. Et le concept, c'est très simple, c'est d'engager des conteurs et des conteuses. Moi, dans la vie, je suis conteur aussi. Je fais des spectacles de contes en partie. Mais j'adore aussi le jeu de rôle et d'ailleurs les chaînes Coup Critique, bien sûr, et Tu Game. Et là, le concept, c'était de faire finalement une partie devant public, un one-shot, avec là un compte trad qu'on prenait. Puis c'est des compteurs-conteuses qui participent, trois Mhm. joueurs-joueuses et moi qui fais le maître de jeu. Et comme première expérience, ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. C'était vraiment chouette. C'est dans une place qui s'appelle le Sanglier Doré à Sherbrooke. Moi, je suis du coin en Estrie. Puis Ouais. il accueille déjà le jeu de rôle là-bas assez souvent, de plein de façons, que ce soit par des jeux, des fois des parties animées par les gens de la place, mais aussi des gens qui vont jouer leur partie de jeu de rôle là-bas. Et je dirais que je suis bien content pour un projet, un premier essai comme ça a bien marché, c'était le fun. Puis j'ai vu le potentiel de voir des conteurs-conteuses jouer un personnage, puis avoir des petits moments qui racontent des moments du passé avec toutes leurs couleurs, puis leurs capacités, compétences de raconteur, raconteuse. C'était vraiment chouette. Vraiment, j'ai hâte de t'en parler justement, Pépé, plus en détail, des petits trucs à peaufiner. Mais j'ai bien hâte, puis d'ailleurs, tu sais, quand ça risque de sortir, probablement dans les prochains jours, donc là, au moment qu'on enregistre, donc probablement que ça va être en ligne, et que ça décompte sur la chaîne des productions, ça commence à quelle heure? Vous avez trouvé ça? Très cool. Ben, c'est sûr que je vais le partager sur le Facebook, sur les réseaux de coups critiques, parce que effectivement, c'était un événement qui est assez unique et assez louable. Je suis content de voir que ça a bien fonctionné et que potentiellement ça ouvre la porte à d'autres choses. C'est ce que nous allons voir. Mais savez-vous, est-ce qu'il ne faut pas ouvrir des portes dans l'espace? Parce que Quelle ce transition. soir, quelle tension, ce soir, nous nous lançons finalement dans un scénario d'Alien, une mini-campagne, un scénario cinématique, un scénario cinématique, il appelle ça comme ça, d'Alien, qui se nomme Au cœur des ténèbres. Je l'ai ici physiquement dans les mains. Pour ceux qui nous écoutent en vidéo, pour ceux qui nous écoutent en audio, imaginez un beau livret noir et rouge. Imaginez ça comme ça. C'est une aventure publiée, bien sûr, par la Free League en anglais. Par la français, c'est publié chez Arcane Asylum Publishing, qui d'ailleurs, je remercie d'avoir voulu, si on veut en quelque sorte, sponsoriser cette aventure parce qu'ils m'ont envoyé la boîte physique d'Alien ainsi que d'autres goodies en ce sens. Donc, assurément que sur la chaîne Coup Critique, vous allez entendre parler d'Alien dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que définitivement, j'en ai parlé tout à l'heure, j'en ai mentionné, j'en ai fait mention, mais je vais être dû pour une remise à jour d'une vidéo critique sur le jeu. 4 ans plus tard, je serais curieux de voir comment est-ce que ça a évolué, ma facilité à présenter des choses et à avoir de l'air moins pixelisé. Donc, je- encore C'est une un fois, merci talent, beaucoup. ça. C'est un Ouais, talent, ça se c'est un développe. talent, un talent. C'est un talent, des fois, je vois du monde dans la rue, je fais ouf.
pixelisé pas mal. Mais on se lance ainsi dans cette aventure au cœur des ténèbres qui peut être jouée séparément ou qui peut aussi être connectée aux deux autres scénarios campagnes qui sont sortis déjà pour Alien en français, c'est-à-dire Le Chariot des Dieux et Le Destructeur des Mondes. Il me semble que c'est ça le nom. Je l'ai quelque part ici en arrière comme ça. Là. Je touche mes trucs d'Alien, je pense que c'est ça. Le Destructeur des Mondes. Hey, je suis pas pire. Hey, wow. C'est un talent, ça aussi. T'es Ça pratiqué sent combien bien. de fois avant? Ouais. Hein? Je me pratiquais, je T'étais me suis pratiqué toute l'après-midi. Ouais, j'ai essayé de faire des tests, je faisais taponner des livres, je faisais tomber des choses. Mais, et voilà. On se lance ainsi dans cette aventure. Si vous ne connaissez pas le jeu de rôle Alien, je vous conseille fortement d'aller voir. Habituellement, je ne suis pas très fan des. Puis j'en ai déjà d'ailleurs parlé dans un balado avec Pierre-Louis. Je suis habituellement pas très fan des, on va dire, des franchises en jeu de rôle, des franchises existantes venant d'un autre univers. Mais Alien est une place particulière dans mon cœur. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, c'est probablement ma franchise d'horreur préférée. Et la version en jeu de rôle, elle est phénoménale. Donc, est-ce que vous avez déjà joué à Alien, joueurs et Non. joueuses? Jamais. Vous allez voir, ça va quand même très bien se passer. Fait que oui, je vais tenter le plus possible de demeurer fidèle au scénario, mais tout de même, je vais assurément me permettre quelques divergences et quelques personnalisations sur le moment pour pouvoir faciliter l'aventure, mais aussi également faciliter on va dire, les règles et votre compréhension du système. Parce que vous allez voir, ça va quand même c'est plus compliqué que le OSR moyen que je suis habitué de jouer. Exact. Mais quand même. Quand même. On débute ainsi cette partie. D'ailleurs, merci à nos Patreons qui. Je voulais moins le mentionner. Merci à nos Patreons qui nous soutiennent encore pour l'été, malgré la pause justement d'Obélien qui devrait reprendre cet automne. Et maintenant, vous pouvez profiter de cette mini-campagne qui est disponible le mercredi et qui sera justement exclusive le mercredi comme l'étaient également les Duchés. C'est bien ça, Kim, ne me trompe pas, là. Tout à fait. Merci. Ça, il s'en est passé, on a eu beaucoup d'échanges des fois, je perds le fil. Je ne sais plus, on est rendu où. Fait que, on commence ainsi, cette aventure. On peut imaginer l'espace vide. L'espace, comme on peut le voir depuis le sol, depuis même un vaisseau spatial, quelque chose de sans couleur, sans vraiment d'effet de profondeur, rien que le vide absolu, le néant, avec peut-être ici et là quelques petites taches, des faibles lumières qui sont perçues, qui peuvent être perçues depuis l'obscurité. Et au travers de cet immense vide, de cet immense rien, on peut voir un vaisseau en forme rectangulaire, assez simple, je dirais, dans sa construction, qui n'est pas trop gros non plus, qui n'est pas comparable à de grands vaisseaux de transport de matériaux ou de marchandises. Là. C'est vraiment un vaisseau qui a, on va dire, le rôle de surtout faire déplacer des gens d'un point A à un point B, mais qui, tout de même, se permet d'aller à une vitesse assez incroyable, puisque c'est un modèle assez récent qui peut atteindre une vitesse qu'on dit supraliminique, donc une vitesse qui va au-delà de ce qui est connu ou même à la limite des autres vaisseaux présents on va dire, dans cet univers dans lequel on joue, parce qu'on est dans le monde d'Alien. Nous sommes quelque part aux alentours des années 2183, 84, 85. Le vaisseau en question dans lequel vous vous promenez se nomme le USCSS Cetorina. Cetorhina. C'est une moissonneuse à plasma, un tanker commercial modèle DG-23B de classe Rorcal M. Beaucoup de choses, beaucoup de précision. Kim, je te vois pas prendre des notes. Ben oui, Yes. j'ai comme arrêté à Ceterina. Je vais être OK, Ouais. j'ai atteint mon max. Cetorina, c'est Ouais. le plus important. OK. C'est le plus important. Est-ce que c'est tout écrit en dessous du vaisseau en petite écriture verte, style DOS, genre? Oui, exactement. Exactement.
C'est le fabricant Kellar et Ostwell. Tu sais, il y a vraiment toutes les informations possibles sur le vaisseau en soi. On a vraiment tout ce qu'on a besoin. C'est Mais qui on est- l'ingénieur Kilo. que... Ouais, c'est ça. Je pourrais pas le dire. Je pourrais pas le dire, mais je peux avoir un équipage entre 2 et 8 membres. Il y a une longueur de 280 mètres. Fait que c'est quand même un petit vaisseau quand on le compare à d'autres grands moutures de cet univers assez rétro-futuriste. Mais ce vaisseau-là a quand même justement cette capacité, cette possibilité-là d'aller à une très bonne vitesse puisqu'il possède un moteur supraléminique qui lui permet d'aller à une vitesse de ce qu'on appelle une vitesse de 6, ce qui est une vitesse très rapide dans, on va dire, le calcul du calibrage des vitesses, en quelque sorte. Puisqu'il utilise en fait justement son espèce de moteur central pour pouvoir aspirer l'énergie qui est devant lui pour la transférer et la recracher derrière, créant ainsi une possibilité presque d'énergie perpétuelle, en quelque sorte. Vous êtes à l'intérieur de ce vaisseau-là depuis quand même un certain temps, je dirais. Plusieurs semaines, voire mois. La majorité d'entre vous ont embarqué depuis un endroit qui se nommait la station Gérogold, qui est une station scientifique un peu plus, moins éloignée dans l'espace extérieur, parce qu'au moment où la partie commence, nous sommes vraiment très loin. Très, très loin. Loin de toute colonie, disons, habitable et tout endroit où vraiment les grandes nations peuvent étirer leurs bras, parce que oui, les grandes nations sont assez importantes. Les grandes corporations ont un rôle assez important dans le monde d'aliens, comme on va pouvoir peut-être le voir durant cette partie-là. Vous allez souvent en entendre parler. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, à me demander qu'est-ce que veut dire cet acronyme ou qu'est-ce que représente cette nation-là. Parce qu'il y en a beaucoup et ils ont tous un rôle à jouer dans le contexte actuel dans lequel on joue. C'est ainsi, pour revenir à ce moment présent, le grand vaisseau se déplace dans le vide infini, mais à la vitesse qu'il va, on peut déjà percevoir, si on était, exemple, sur son pont, un point lumineux à une certaine distance qui prend tranquillement de l'ampleur, alors que une lumière rougeâtre commence à apparaître, alors qu'il s'approche tranquillement d'un autre espace, d'une autre galaxie, d'une autre zone en soi. Au moment où la partie débute, vous êtes tous dans vos pods de cryogénisation. Vous dormez, puisqu'il est absolument impossible pour tout être vivant comme il se doit, d'être réveillé et d'être, disons, en pleine conscience de ses moyens lorsqu'un vaisseau est en vitesse supraléminique. C'est excessivement dangereux pour l'esprit, même au-delà de votre santé mentale, c'est votre santé point barre qui peut être affectée par ça. Mais il y a tout de même quelqu'un qui est présentement réveillé pendant que vous dormez. On peut voir un grand homme, du moins au premier coup d'œil. Un homme peut-être dans la quarantaine avancée, assez droit, d'un habit, on dirait quasiment une chienne de mécanicien, comme on peut se l'imaginer dans Alien, là, un habit, une pièce dans lequel il est en train de se déplacer, qu'il va toucher quelques surfaces sur un comptoir dans lequel il y a des boutons et des manivelles pour pouvoir tranquillement mettre en fonction votre réveil tranquille. Puisque la personne en soi, bien, pourquoi est-ce que elle peut se déplacer et ne pas être atteint, puisque c'est un androïde. Vous le savez, il était présent lorsque vous avez embarqué dans le vaisseau. Il se nomme Grey. C'est l'androïde en soi qui est associé au vaisseau dans lequel vous prenez place. Et son objectif, c'est tout simplement de rendre votre quotidien un peu plus facile, mais aussi de s'assurer du bon fonctionnement du vaisseau pendant que vous êtes endormi. Quelques heures passent et ce point lumineux au bout de l'espace infini est devenu on va dire un spectacle de lumière. Alors que depuis le pont, on peut apercevoir des grandes coulées de plasma et des grandes longues tiges pliantes qui se déplacent dans l'espace et dans le cosmos, alors qu'une zone un peu plus obscure au centre semble étirer des mandibules de couleur d'ébène encore plus sombre que même l'espace pour accrocher et attirer des morceaux de pierre et même des sections de soleil à une certaine distance. Vous n'avez jamais vu ça de vos yeux, ou du moins à preuve du contraire,
Mais un trou noir, c'est quand même une expérience qu'on aperçoit peut-être être une fois dans sa vie, au maximum. Tranquillement, les pods dans lesquels vous prenez place on va dire, se décongèlent, cessent leur activité. L'espèce de vitrail qui recouvrait votre lit s'ouvre tranquillement, laissant échapper un mince filet de brume qui se met à couler le long des rebords de votre habitacle pour aller se déposer sur le sol et se déplacer au ras même du plancher. Les lumières commencent on dirait à avoir quelques hésitations, s'éteindre, s'allumer, pour finalement s'allumer une dernière fois et prendre de l'ampleur en éclairant ici les différentes sections du vaisseau dans lequel vous prenez place. Vous vous réveillez tranquillement, vous êtes tous en espèce d'habit un peu minimaliste, soit en espèce de petit boxeur avec un gilet blanc ou même peut-être à la limite aussi, il y en a qui sont comme complètement sans t-shirt, juste en bobette. Il y en a peut-être même d'autres qui ont comme une grosse couverte entourée autour d'eux qui se sont enroulés dedans lorsqu'ils se sont endormis dans la cryogénisation. Et vous avez tout ce moment-là un peu difficile où vous avez chaud et froid en même temps, comme si vous faisiez de la fièvre. Vous avez la sueur qui perle sur votre front. Il y en a quelques-uns, peut-être d'entre vous, qui se mettent à vomir faiblement parce que un voyage aussi long en hyperespace, endormi aussi longtemps, c'est assez difficile sur le corps et c'est assez difficile. L'éveil peut être assez difficile si c'est pas dans vos habitudes, si vous n'êtes pas dans le fond un troqueur de l'espace qui fait des voyages quotidiens entre des points A et des points B. On peut voir les différents membres de l'équipage s'amasser au pont. Et bien sûr, il y a vous trois, mais vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres gens avec vous. Il y a des gens que je ne vais pas nécessairement décrire de long en large, mais je vais au moins vous les mentionner pour que vous puissiez savoir un peu qui représente qui. Il y a la capitaine du vaisseau, Lugar, une femme peut-être dans la début quarantaine, aux couleurs d'ébène, les cheveux frisés. C'est la première à avoir été réveillée, à être réveillée. C'est la première qui s'est habillée complètement, alors que la majorité d'entre vous sont encore en train de s'articuler, de prendre le temps d'ouvrir les yeux et de comprendre l'environnement qui vous entoure. Elle, ça fait quand même un certain temps qu'elle est au poste, dans le fond, vraiment à l'avant du vaisseau, assis sur une espèce de grande chaise en cuir brun, un peu délavé, les jambes à côté sur un comptoir avec une tasse de café dans les mains. Et elle ne fait qu'observer au loin l'espèce de grande valse du cosmos qui se déroule sous vos yeux. Il y a également aussi Monsieur Navarre, qui est un scientifique qui est embarqué avec vous à partir de la station Gérogol pour ceux et celles qui y étaient. Un scientifique quand même à l'âge assez avancé, qui a certaines spécialités, beaucoup je pense qu'il me semble que c'est en biomécanique. Oui, c'est bien, biochimie exactement. Un homme peu de mots, assez tranquille, qui est quand même assez fier de ce qu'il a accompli dans sa vie et qui a l'impression qu'il va vouloir laisser derrière lui une empreinte dans ses découvertes, comme s'il était peut-être un grand chercheur de son temps. Il y a également aussi une autre personne qui n'est pas un joueur, mais qui est quand même avec vous, Ejiri, de son nom de famille et aussi de son prénom. Là, je vais les sortir parce que je les ai tous avec moi ici. Là. Ils sont tous là, tous bien présents. Vous faites le personnage aussi, qui est un médecin. C'est le médecin à bord. De son prénom, Tetsu Ejiri. Okay. Un homme que vous connaissez, que bien peu en fait, qui est très pensif, très silencieux, aussi un âge quand même assez avancé malgré le fait qu'il est très en forme. Tu le connaissais déjà un peu, Drapikowski. C'est une personne avec qui tu as déjà échangé, que tu avais déjà eu des échanges assez intéressants, surtout considérant justement la biologie humaine ou même la radiobiologie. Lui, il est très tourné là-dedans. C'est un classique scientifique qui a aussi accompli des grandes choses. En fait, vous êtes majoritairement un regroupement de scientifiques. Il y a bien sûr Gray, qui est là avec vous également, le cyborg, l'androïde plutôt, qui est là depuis le début et qui n'a pas dormi, qui est aussi frais comme une rose également, tout comme la capitaine à la fin du vaisseau. Et finalement, nos fameux personnages. Les personnages qui, je vais commencer en ordre, allant de haut en bas, si on veut, de gauche à droite. On va commencer justement avec Drapikowski, qui est incarné par Pierre-Louis,
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce personnage? Qu'est-ce que tu penses que les autres joueurs, joueuses, personnages savent déjà? Depuis qu'elle est sortie de sa station de cryogénisation, Mhm. elle a revêtu sa chienne de travail très vite. C'est le genre de personne qui est extrêmement discrète Dabrikowski. C'est une astrophysicienne. De ce que vous savez, elle est très compétente et très reconnue. Tu sais, elle est très jeune, à 36 ans, elle a déjà le grade de colonel. Elle préfère qu'on l'appelle docteur Dabrikowski. Parce qu'elle n'est pas à l'aise qu'on utilise son terme de colonel parce qu'elle a servi dans les forces de l'UPP. Fait que c'est l'union des euh, de Progressive Powers, quelque chose de même. Fait que c'est comme un peu l'équivalent d'une société communiste du futur. Puis elle a servi, c'est là qu'elle a, parce qu'il faut que tu passes par là-bas pour gagner justement ton poste, aller à l'université, faire toutes ces choses-là. Mais elle a fait un échange étudiant, puis ça fait 10 ans qu'elle est à l'Institut Gérogod. Puis elle a été reconnue très vite, puis elle apprend super vite. T'sais. Fait que, elle est d'origine ukrainienne, mais c'est ça, elle maîtrise à peu près 5 ou 6 langues. Fait que rapidement, elle a pu parler dans la langue d'à peu près tous les membres de la station. C'est vraiment une whiz. Puis depuis qu'elle est sortie de la station aussi, elle a de la misère à. C'est dur de percer sa coquille. On voit qu'elle est très timide. Puis depuis qu'elle est sortie de son pod, elle cherche ses lunettes. Puis vous l'avez entendu sacrer en ukrainien une couple de fois. Parce qu'elle regarde autour, puis elle n'ose pas demander à personne, mais elle fouille un peu partout dans le poste. Elle était dans sa chambre, elle n'a pas trouvé ses lunettes. Elle cherche autour, puis elle trouve pas, puis elle n'ose pas dire à personne qu'elle a perdu ses lunettes, mais tu vois qu'elle fouille partout autour, tu sais, sur les surfaces de travail. As-tu laissé ça? Est-ce que Gray les aurait ramassés à quelque part? Fait qu'elle est un peu distraite. OK. Fait que oui, on peut te voir ainsi, chercher tes lunettes et possiblement, alors que tu vas justement rejoindre les gens à l'avant du vaisseau, vraiment presque proche du pilotage, t'as Gray, juste, effectivement, qui ne fait que te tendre son bras de manière rigide avec en son bout, il tient du bout de 2 doigts ta paire de lunettes qu'il a comme ramassé sur le sol et il dit rien, il fait juste comme te les tendre de manière en réflexe, en sachant exactement ce que tu cherchais. Elle tient son thé, elle met ses lunettes, puis elle fait juste un petit signe de tête à Gray. Puis elle lui demande tout de suite, est-ce que tu peux m'envoyer toutes les données sur la densité, la masse, puis le portrait du trou noir, toutes les informations possibles. Puis elle tient sa tablette, puis elle attend juste d'avoir toutes les données sur le trou noir, toute l'information du système, parce que c'est vraiment là où elle excelle, analyser les systèmes solaires, analyser des systèmes dans l'espace. Fait qu'elle est vraiment curieuse de voir c'est quoi l'ensemble le disque d'accrétion autour du trou noir, sa masse, son taux de radiation, d'énergie, le Hawking Radiation qu'il en émet. Tout ça, elle veut tout savoir, toutes les données possibles. Parfait. Ce qui, Gray ne fait qu'un chemin de tête en allant pas loin sur une petite station, toucher à quelques boutons et se tournant vers toi pour s'assurer que tu reçois bel et bien l'information dans ta tablette. Et on peut apercevoir derrière toi un homme quand même assez grand, assez élancé, assez quand même joli monsieur, blond avec certains traits un peu plus sévères, qui se nomme Edenstrom et ainsi Kim, parce que oui, ainsi se mélangent les genres. Kim, est-ce que tu voudrais peut-être me parler un peu d'Edenstrom? Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut connaître de cet individu? Donc, Edenstrom, Birger Edenstrom, de son nom complet, est assurément sérieux dans son travail, un peu obsessif même dans ses recherches, mais il a la réputation qu'il précède là, à la fac. Il faisait partie des fêtards, clairement. Il a vécu sa jeunesse pleinement et de manière très assumée. À la remise des diplômes, il a annoncé à ses amis, tout aussi fêtards que lui, que lui allait compléter et continuer au doctorat. Et donc, ses amis l'ont amené, ils l'ont fait tatouer de force, là, mais pas tant que ça, là, un faux code barre de prison sur le cou pour dire que les études supérieures, c'est comme la prison, puis c'est pas parce que tu fais ce qu'il faut faire, ça dure quand même plus longtemps que prévu. Donc, Enelstrom Birger porte ce tatou-là et le frotte en se réveillant, en essayant de s'enlever les courbatures de ce long sommeil. Il l'a gardé
en mémoire de ses amis, de sa jeunesse débauchée aussi, qui colore encore, on pourrait dire, sa personnalité. Après son doctorat, ça n'a pas tardé, il est devenu quand même un acteur majeur dans le domaine de la biotechnologie. Donc, il a étudié, lui, c'est un scientifique en biotechnologie, là, pour être plus précise, je pourrais dire qu'il est xénobiotechnologiste, oui, à l'Institut de Genengold. Donc, ça n'a pas tardé avant que je devienne un acteur majeur dans le domaine. J'ai travaillé pour le gouvernement. Après le 7e article que j'ai publié dans le domaine, j'ai eu un contrat gouvernemental prestigieux, mais comme tout ce qui est gouvernemental, ça finit par tomber à l'eau. Il y a eu des revers, on s'est fait enlever notre financement et fermer le projet de manière drastique. Bon, j'ai de mon côté un petit peu plus obsessif sur mon travail. En fait, j'ai eu une petite crise nerveuse. Ma thérapie m'a pas aidé. Ça a plus empiré les choses. Là, on s'entend. Là, parler de ses problèmes, ça l'aide absolument rien. Ce qui règle les problèmes, c'est de travailler plus. Fait que heureusement, Wayland Yutani, la compagnie nous embauche, m'a remis sur pied avec un contrat vraiment en béton. Puis maintenant, ben, je travaille exclusivement pour eux. Je crée des technologies pour eux. Et c'est vraiment le travail et les compagnies qui sont l'avenir de l'humanité. Oh my. On va bien s'entendre, je pense. Oh my. Parfait. Merci beaucoup. Et si tu te réveilles également, justement, grattant ton code barre tatoué dans le cou et ramassant ton linge et tes objets personnels près de toi. Et non loin de ton poste, justement, loin de ton lieu de repos, on aperçoit finalement une dernière personne qui se lève également, qui prend également ses choses. Et je serais curieux ainsi que tu me présentes Steven Sajad, qui est le dernier membre de cet équipage. Certainement, sergente Sajad, une femme dans la fin trentaine, mais qui semble étrangement un peu plus âgée que la fin trentaine. Longs cheveux noirs, gros sourcils, un peu toujours un visage assez fâché. Tu sais, toujours les gros sourcils pointés vers le bas. Première chose qu'elle fait en se levant, c'est bien sûr. Puis étrangement, elle aussi, elle était quand même habillée. Oui, c'est un petit habillement léger, mais tout le corps était couvert. Et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle se lève, va chercher un paquet de cigarettes qui traînait pas très loin, s'allume sa cigarette, va chercher son habit, son ape suit, qui est toujours déjà à une étape. C'est la première chose qu'elle va faire, s'habiller, se mettre en mode sécuritaire pour elle, porte son gros habit, quand même une armure assez solide. C'est la première chose qu'elle va faire, elle est là sur le vaisseau pour ça. C'est une agente de sécurité, finalement. Elle, son passé, c'est que elle a été commando privé au sein de la Wayland Yutani. Donc, ce qu'elle faisait, c'est des raids contre la secte des enfants des deux divins. Donc, elle a connu la guerre. Elle a connu des situations assez difficiles au courant de ces années qui semblent être des années qui ont marqué aussi sa personne. Elle a passé quand même les dernières années aussi à simplement surveiller des prisonniers, des cultistes, là, des fanatiques de la secte pendant plusieurs années. Puis là, elle est engagée en service de sécurité. C'est la seule sur le vaisseau. Puis je pourrais dire que ben, c'est quelqu'un qui se garde un peu pour elle-même, surtout à tout bout de champ, elle peut sortir des petits commentaires de comme bon, les nerds, les petites, les têtes ceux qui se pensent meilleurs que tout le monde. Puis on voit qu'elle a un sentiment un peu de mépris envers les gens, puis elle va souvent sortir des petits commentaires un peu champ à gauche sur des situations, comme des citations non connues, un peu étranges, pour juste faire réagir les gens. Mais à des moments précis, elle a une bonne répartie quand même. Sajad. Puis je pense que la première chose qu'elle fait une fois qu'elle a mis son ape suit, euh, c'est d'accrocher Gray quand il passe pas très loin d'elle pour lui demander un petit bilan là, de ce qui s'est passé pendant ben, leur sommeil. OK. Probablement juste quelques secondes après que Gray ait tendu les lunettes à
les noms, hein. Moi, en plus, je suis pas gêné, ça va être Dabrikowski. difficile. Dabrikowski. J'ai de la misère en plus des noms déjà de base, fait que ça va être difficile, ça. Mais oui, déjà, tendu les notes à Dabrikowski, tu l'interpelles concernant la situation et le rapport concernant le voyage. Et il te fait un. C'est très, très. Je dirais que c'est très direct depuis le départ de l'espèce de centre de recherche où il y avait la majorité des scientifiques. Il n'y a rien eu de particulier qui s'est passé. Vous êtes vraiment, vous êtes vraiment au-delà de la frontière, ce qui est une zone qui est majoritairement, je dirais, abandonnée, du moins qui n'est pas tant que ça non plus cartographiée, alors que tu as justement, toi, connu plus on va dire, les quelques tensions et les quelques péripéties qu'il pouvait y avoir à la frontière même, parce qu'il y a eu un certain temps, il y a une époque déjà, des événements qui se sont nommés en fait la guerre de la frontière, qui était un peu l'équivalent d'une guerre froide ouverte entre les différentes instances gouvernementales de la Terre et même d'ailleurs. Et donc, on est même au-delà de ça. Fait qu'il n'y a vraiment pas de rien à mentionner, sinon que vous êtes présentement devant un trou noir, ce qui est quand même assez surprenant. Alors qu'au moment où il te termine un peu en quelque sorte son rapport, il y a une espèce de grande lumière rougeâtre qui vient se percuter à l'intérieur du vaisseau, vous éclairant tous à la fois, même tout le tableau de bord et vos visages, vous éclairant, vous faisant créer une espèce d'effet de filtre à la limite presque infernale au travers de votre pupille, et on peut apercevoir une grande tige rougeâtre s'étirer depuis l'intérieur du trou noir pour aller percuter un amas de pierres pour ensuite faire projeter ces pierres-là dans l'espace. Et franchement, c'est assez incroyable. Vous n'avez en fait jamais, comme je l'ai mentionné, vous n'avez jamais vu ça de votre vie, ce qui se trouve devant vous, et c'est possiblement la seule fois que vous allez le voir également. Et vous avez ces quelques minutes-là où les gens ne parlent pas beaucoup présentement, alors que tout le monde est un peu tourné vers ce qui se déroule sous vos yeux. Et Gray va tranquillement aller porter un petit dispositif on va dire de projection holographique directement à la capitaine, Lugar. Je pense que pendant qu'il y a un moment de silence où tout le monde observe genre cette splendeur du cosmos, il y a juste un moment où Dabrikowski genre s'avance en regardant. Tu sais, elle fixe sa tablette, puis là, elle fixe juste cette vision-là du trou noir, puis elle accroche son thé qui tombe à terre, qui se casse, genre, au milieu de tout le monde, genre, puis elle est juste comme. Ah, ah, je suis désolé. Excusez-moi. Donc, le réflexe, en fait, c'est Gray, immédiatement, une fois qu'il a déposé le dispositif, il va se tourner vers toi avec son même air très neutre. Il va commencer à ramasser les débris sur le sol en essayant d'éviter que quelqu'un se coupe. Et tout qu'il sort de ses poches un espèce de petit mouchoir, puis il commence à l'imbiber au travers du liquide qui commence déjà à s'infiltrer entre les différentes fissures métalliques du plancher. Ça aurait été bien de faire des tasses incassables, peut-être des tasses en titane ou quelque chose comme ça la prochaine fois. Je sais pas si on peut faire la demande spéciale à l'Institut pour la. Voyons. Anderson fait juste approcher, met la main sur l'épaule. Dr. Drab. Profite. Regarde. Chut. Tais-toi. Est-ce que tu l'as appelé Dr. Drab? Mais ça. Elle sait que vous l'appelez comme ça dans son dos. Puis de ses 38 ans, on a presque le même âge, là, te fait un petit clin d'œil, puis il regarde ce qui se passe à l'horizon. Elle fait juste genre tasser son épaule en dessous de ta main. Tu sais, elle est très inconfortable avec l'habitude des Européens puis des Américains d'avoir un contact tellement rapide entre eux. Puis elle se déplace juste un petit peu, tu sais, puis elle fait un signe de tête respectueux. Elle regarde aussi Sajad. Puis tu sais, elle a beaucoup d'amitié à l'Institut, mais tu sens que c'est ça, elle juge un peu les gens parfois. Elle essaie de le cacher dans son visage, là, mais quand elle regarde Sajad, qui est là, puis qui fait encore des petits calls un petit peu. Elle comprend pas ce genre d'humour-là pour l'instant. Ouais. Puis ça veut dire que c'est un des rares moments que Sajad a pas fait vraiment de commentaires depuis ça, là, la lumière à l'extérieur. Puis étrangement, mais elle s'approche près d'une des vitres, puis elle regarde.
Puis je pense que c'est une des rares fois que vous l'avez vu avoir une espèce de regard que il y a quelque chose derrière. Normalement, c'est vide, c'est toujours un peu dans de l'humour noir, toujours très pinçant. Puis là, il y a comme une soupçon de tendresse, il y a quelque chose en arrière quand il voit la lumière. Puis Sajat se retire un peu, va derrière, puis elle va dans ses choses. Fouille dans son sac. Le capitaine Lugard se penche sur le dispositif holographique et l'enclenche. Et immédiatement, vous voyez apparaître devant vous, se transposant face à même, c'est situé entre vous et le spectacle du cosmos, mais l'image est justement presque un peu intangible, un peu transparente, vous permettant ainsi d'apercevoir tout de même ce qui se déroule dans le vide intersidéral. Mais l'image qui se présente à vous est un homme qui ressemble étrangement à Grey, mais qui est un peu plus âgé. En fait, beaucoup plus âgé, peut-être une vingtaine d'années de plus. Et vous voyez que l'homme en question est assis sur un grand fauteuil assez luxueux devant un comptoir en bois massif, vraiment une grande table de travail en bois massif avec plusieurs paperasses éparpillées devant lui. Et il vous regarde directement vous en sachant très bien vers la direction dans laquelle vous alliez être positionné au moment où l'hologramme allait partir. Il vous dit Vous semblez perplexe. Probablement en train de vous demander pourquoi un synthétique est assis derrière un bureau en acajou. C'est compréhensible, en fait. Je ne suis pas un androïde Bishop comme Grey peut l'être. Je les écris, en fait. Je suis Michael Bishop, directeur des projets spéciaux de la compagnie. J'enregistre ceci le il se penche. 7 août de l'an de notre Seigneur 2185, le matin de votre départ de la station Gateway. Il se lève de son bureau, commence à s'approcher depuis le rebord du hublot en direction du cosmos, en direction du trou noir. Magnifique, n'est-ce pas? Vivant dans cette soupe de plasma tourbillonnante, il y aurait, il semblerait, une xéno-extrémophile, une forme de vie, qu'ils appellent maintenant aujourd'hui, du moins les scientifiques qui l'ont trouvé, les lumières d'Esdalen. Les lumières remplissent en fait tous les critères de la vie. Elles pourraient même être intelligentes, selon ce qu'ils disent. Erebos, la station, les a observées en train d'essaimer autour d'une masse météorique significative dans le champ de plasma. Nous avons donc ainsi donné le feu vert pour ancrer le météore à la station pour l'étudier. L'officier scientifique de la station Erebos, comment il s'appelle déjà? Oh oui, Clerc, vous donnera plus de détails à ce sujet à votre arrivée. Maintenant, quelques préoccupations de sécurité. D'abord, Erebos est un chantier de travail pénitentiaire de la Weyland-Yutani. Nous avons ainsi 99 détenus conscriptés à bord. Le directeur Douglas Stike et ses officiers androïdes maintiennent l'ordre. Ne vous éloignez pas seul, ne vous promenez pas seul dans les corridors, restez dans les zones des employés et des androïdes. Deuxièmement, les trous noirs émettent des énergies électromagnétiques qui peuvent perturber votre cerveau. Vous devez en être conscient. Probablement que le scientifique ou la scientifique Drapikoski pourrait vous en dire davantage. Tu prends il y a un moment où les gens se tournent vers toi. Elle est pas à l'aise qu'on mette autant d'emphase sur elle. Genre, elle fait juste regarder autour, genre. C'est très dangereux pour votre cerveau, de la même manière que si vous étiez resté éveillé pendant le voyage à la vitesse lumière. Mais en bien pire, en fait. Si vous vous sentez déprimé ou même si vous avez l'impression de devenir paranoïaque, que vous avez l'impression que les gens sont contre vous, parlez au Dr. Lark de la station. Si vous ressentez quelque chose d'extrême, signalez-vous à l'officier médical de la station Webb. Il a des médicaments pour vous aider. Maintenant, à propos de ces lumières, à quel point sont-elles intelligentes? Y a-t-il un motif dans leurs différentes teintes ou leurs couleurs qu'elles projettent? Essaient-elles de communiquer avec nous? Quelles propriétés exploitables présentent-elles? Pensez à tout ce que nous pouvons apprendre d'elles. J'aurais tellement
aimé être là avec vous. Malheureusement, ma santé m'en empêche. C'est pourquoi vous avez Gray à vos côtés qui s'occupe de l'entretien du vaisseau et qui pourra vous donner conseil en cas de besoin. Équipage, je vous souhaite bonne chance et rendez la compagnie fière. Et vous voyez qu'à ce moment-là, la vidéo se termine immédiatement. Je lâche la tête, je regarde autour. Ouais. La capitaine du vaisseau, Lugar, se tourne vers vous, faisant pivoter son fauteuil en votre direction. Elle dit bon, je pense que c'est assez clair, du moins, ça doit être assez clair pour les scientifiques. De mon côté, je dois vous avouer que j'ai surtout l'intérêt de transporter ce vaisseau d'un point A à un point B pour les questions techniques sur des lumières intelligentes. Je dois vous dire que je n'en connais que très peu. Mais je peux tout de même vous dire que, et elle se tourne devant un espèce de compteur, un tableau devant elle. Nous arrivons à la station Erebos dans un peu moins qu'une heure. Vous avez le temps de faire votre routine matinale, si on veut. Et après, nous allons accoster au pont d'accueil, au repos. Ainsi, vous avez 1 heure maximum à tuer avant l'arrivée à la station. Est-ce que vous aviez quelque chose de spécial que vous souhaitiez faire? Si vous êtes encore un peu tout croûté, vous êtes encore tout un peu de la difficulté à vous réveiller. S'il n'y a rien du tout, on passe directement à l'arrivée à la station. Probablement que Birger va aller quand même voir Dabrikowski. Comme ça, les radiations des trous noirs, t'es un expert pour savoir si ça dérange l'esprit? Le fait est que je pense qu'on n'a pas besoin d'être une experte pour savoir que les radiations et les champs électromagnétiques puissants vont causer des fluctuations dans la façon dont on perçoit peut-être la réalité, des variations sur vos émotions, comment vous allez vous sentir. Mais je sais que vous êtes déjà un grand maître des émotions, Andastrom. Il y a sans doute toutes sortes de choses qui doivent se passer à l'intérieur de vous, j'imagine. Elle fait comme elle te regarde un peu, là, t'observant en faisant comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez déstabilisé, stressé? Tu veux que je te parle de mes émotions? Je sais pas, je pense que ce serait important. On s'est fait dire si on se sentait déprimé, stressé. J'avais juste une petite bine pas fort, là, sur la mâchoire de pas le premier soir. Puis là, je continue mon chemin. Tu vas assoupir en faisant comme moi, c'était une question sérieuse. J'en place, on va voir Sajad tout de suite en faisant. Excusez-moi, Sajad, est-ce que vous préférez que je vous appelle sergent ou est-ce que je peux... Sergent Sajad, oui. Il faudrait peut-être se coordonner au niveau de la sécurité une fois que l'équipe sera à bord. Je pense que c'est très important qu'on ait des détecteurs de radiation, être capable de savoir à quel moment on peut entrer dans une zone chaude. C'est complètement invisible, vous savez, hein, les champs électromagnétiques, les ondes de radiation, il n'y a aucune possibilité de le voir à l'œil nu. Ben, ça, c'est clairement de votre ressort là, pour la radiation. Là. Moi, je suis là pour vous protéger, être à vos côtés, tirer dans ce qui pourrait être quelque chose qui est mauvais. Mais là, les trucs, là, vos affaires de scientifiques, là, regarde, moi, C'est complètement je pense que je peux. sous-préparé. Cette expédition-là aurait dû être mieux préparée à ces possibilités. Puis, elle va s'approcher de Gray en faisant Gray. Est-ce que vous savez si à bord on a des détecteurs de radiation ou quelque chose qui nous permettrait d'avoir un suivi sur les zones qu'on traverse? Fois que Gray se tourne vers toi, il fait en soi, le vaisseau dans lequel nous nous trouvons n'est pas, en fond, à risque d'être soumis aux effets d'une radiation venant du cosmos. C'est sûr que le fait de s'approcher d'un trou noir à une très bonne vitesse pourrait augmenter les risques, mais je dois vous avouer que ça fait partie des éléments qui n'ont pas été calculés lors de la construction du vaisseau, puisque c'est à la fois une singularité qui arrive une fois sur 1 milliard. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous aider en ce sens, mais je suis persuadé que l'Erebos possède l'équipement nécessaire pour pouvoir évaluer la quantité ou le niveau de dangerosité de la radiation venant du cosmos ou même du trou noir. Elle va hocher la tête, tu sais, nerveusement, tu sais, en pianotant sur sa tablette. Puis dans sa tête, tout ce qui se passe, c'est
là, visiblement, là, ça, c'était pas préparé. Parce que si on m'avait parlé du tour de radiation, des champs électromagnétiques, il va avoir un impact sur... C'est sûr qu'on aurait eu des... Puis là, tu vois, genre, elle pense ça, mais elle le dit pas, mais tu le sens dans sa face, qu'elle est juste comme... Mhm, parfait, bon. Alors, Sajad, vous allez garder l'œil ouvert pour tout ce qu'il y a d'étrange, j'imagine. Ouais, je suis là pour ça, hein, puis, tu sais, Drabikowski, il y a des choses parfois qui s'expliquent pas, hein. Et je pense que la radiation, ça me fait pas peur. Tu vois, En elle tout hoche la tête en faisant des choses qui s'expliquent pas encore. Eh ouais. Et peut-être que ça s'expliquera pas sur un bout de papier avec vos calculs de scientifiques non plus. Tu vois, genre, elle est comme, elle hoche la tête, genre, comme c'est très, très intéressant. Puis tout de suite, elle retourne au profil du trou noir, puis elle va essayer de tirer le plus d'informations possible du profil du trou noir. Parfait. Quand, Est-ce qu'il y en a parmi vous? Oui, oui, ben, vas-y. je veux dire, quand Drabikowski elle s'éloigne de Sajad, je serais juste m'approcher de Sajad. Ben, puis tu me reprendras si c'est pas le cas, mais je pense que notre relation est assez bonne que je te nommerais par ton prénom. Euh, euh, Nour, à part des questions là, d'ondes, du trou noir, puis tout ça, là, une station pénitentiaire avec peut-être des ondes qui nous rendent paranoïaques. Tu files ça comment, toi, côté sécurité? T'as-tu des conseils? C'est, ben, enfin, je vais avoir de l'action. Ça, j'en doute pas, hein. Il va falloir qu'on se tienne proche, Ouais. qu'on s'assure d'être là, puis je dirais avant d'arriver, je vais vous donner des bracelets pour être certain qu'on jamais arrive quoi que ce soit, mais il va falloir rester en formation serrée. Je vais aller en parler avec Capitaine Lugar là, pour être certain, mais ouais, mettons qu'on, hein, c'est jamais ce qui est écrit sur le contrat. Non, mais c'est pas plus fun de même, par exemple. Ouais, ça, on va avoir du fun. Ah, ça rallume un autre cigarette après l'autre qui était pas fini. Ah, Deux en même temps. Si vous échangez, vous discutez, vous prenez vos aises de votre réveil tranquillement, vous prenez même conscience complètement on va dire, de votre corps parce que vous étiez encore un peu sous l'effet de ce long sommeil que vous avez vécu. Et au bout de peut-être justement presque une heure de temps, ceux qui se retrouvent vraiment au tableau de bord, vous pouvez apercevoir une petite distance au travers alors que le cosmos rougeâtre et immense pourrait vous englober, donne l'impression qu'il vous englobe alors qu'il n'a pas de fin à gauche comme à droite, ni du haut ni vers le bas. Vous apercevez quelque chose à l'horizon, une espèce de construction qui est en forme de T, qui vague dans l'espace et qui fait une tache noire au travers de cette espèce de grand effet rougeâtre et orangé. Et ainsi, devant vous se présente la station Erebos, qui est comme je le mentionne, une grande station en forme de T qui possède deux longs bras. C'est vraiment les deux tiges qui s'étirent de gauche et à droite. Vous apercevez en fait que ceux-ci semblent pouvoir se déplacer ou du moins pivoter, de se tomber en certains angles et dévoiler une espèce Ça semble être une construction ou du moins l'équivalent un peu en quelque sorte du filtre, comme à la façon de... Comme quand je pourrais expliquer ça, un peu à la façon presque des fanons de baleine. Imaginez ça un peu Ok. comme ça. Une espèce de petits filaments qui semblent tomber et qui servent en fait à capturer le plasma qui est projeté depuis le trou noir pour pouvoir générer la station, la faire fonctionner et possiblement aussi emmagasiner en fait de l'énergie du plasma pour pouvoir par la suite l'envoyer ailleurs et la réutiliser dans d'autres circonstances. C'est vraiment une source en fait d'énergie incroyable et la station est construite en ce sens. Est-ce Ainsi, qu'il au moment pourrait où récupérer les créatures avec ça? les créatures, tu parles de la lumière? Ouais. Peut-être, possiblement. Possiblement. C'est trop tôt. T'en sais pas assez à quel point c'est quoi les limites des possibilités que peut offrir ces espèces de bras métalliques, ces bras de capture. Et
Alors que vous commencez à vous approcher de la station, celle-ci commence à se dévoiler à vous. Une espèce de grande tige assez filiforme, mais beaucoup plus grosse que votre vaisseau. Votre vaisseau est assez petit, mais très compact, qui va de haut en bas avec les grandes tiges qui vont de droite à gauche. Vous voyez que la majorité de la zone, en fait, la station semble posséder énormément de sas de déplacement, comme s'il y avait la possibilité de pouvoir se déplacer souvent à l'extérieur de la station en combinaison pour aller d'un point A à un point B, bien qu'il existe assurément des façons de pouvoir se déplacer à l'intérieur de celle-ci entre les différentes zones qui la composent. Et tranquillement, votre vaisseau commence à prendre une vitesse un peu automatisée, alors que Capitaine Lugard touche quelques boutons lumineux en faisant rentrer aussi quelques calculs pour pouvoir faire tranquillement diriger votre vaisseau en direction de la piste d'atterrissage qui est située comme un peu plus vers le centre de la station, au-dessus d'un des bras. Et ainsi, je vais même vous la dévoiler, en fait. Vous allez pouvoir voir la station. Je vais ainsi vous présenter ceci. Oh. Oh là là. Vous voyez cette espèce de grande construction qui se présente à vous pour les gens qui nous écoutent en audio, bien sûr, comme un peu je l'expliquais, cette espèce de forme de T avec les différentes sections qui la composent, alors qu'il y a vous voyez qu'autant il semble y avoir des endroits qui sont purement utilisés dans un contexte de, on va dire, mécanique et d'ingénierie, alors que d'autres zones semblent être habitables. Et vous commencez en fait à vous approcher, vous, de la zone G, qui est vraiment le port d'attache de la station. Tranquillement, le vaisseau commence à descendre. Oui, tu allais dire quelque chose d'après Kowski? Non, je regardais le manifeste, puis je voyais que sur le manifeste, il y avait un chat. Oui, il y a un chat. 99 prisonniers, 12 de staff, un chat. Oui, tu vas voir le manifeste, le nombre de personnes qui travaillent. Vous savez que les 36 synthétiques, les androïdes qui sont dans la station, sont justement utilisés pour maintenir l'ordre et la sécurité en bonne partie. Ce n'est pas on va dire, ce n'est pas des androïdes qui sont de la même qualité que Grey qui est avec vous. Ce sont des androïdes majoritairement construits par Seegson, qui est une compagnie adverse de la Weyland Yutani, mais qui font on va dire, de la job qui est un peu moins cheap. marché, un peu cheap, c'est ça, qui coûte un peu Ouais. moins cher à acheter au bout du compte. Il ne Sécurisant. pouvait pas se payer 36 synthétiques comme Bishop. Est-ce que Ouais. cette carte-là, c'est quelque chose qui est disponible, que peut-être notre capitaine entre les mains à ce moment-là? Est-ce qu'on peut y jeter un coup d'œil? Pas à ce Pas à ce moment-là. moment-là, Pas à ce parfait. moment-là. Je voulais juste vous la présenter, là. Mais non, vous n'avez pas encore accès au plan de la station en soi. Et vous voyez ici le vaisseau qui continue sa descente tranquille. Et au bout de quelques secondes, je veux dire, vous, de votre côté, est-ce que vous êtes plus à rester comme sur le pont pendant que le vaisseau descend ou vous allez comme vous asseoir à votre poste et vous êtes un peu mal à l'aise avec les voyages interplanétaires, ça vous stresse, vous allez vous mettre une ceinture de sécurité ou vous êtes plus dans votre quartier personnel en train de reprendre votre souffle et à vous habiller, tout ça? Comment est-ce que vous voyez à quel moment? Vous êtes où à ce moment-là, plutôt? Moi, je pense que Sajad est clairement tout de suite d'aller chercher son équipement, s'assure que tout est prêt dans peu importe la situation dans laquelle ils vont arriver sur place. Pas stressé, mais elle va se placer à son endroit où est-ce qu'on s'assoit pour l'attente avant d'atterrir, être sûr d'être près de la porte, prêt à tout, prêt à être là en premier puis faire sa job. OK, parfait. Berger est pas grand-chose à préparer, on s'entend, là. Donc, il est habillé pour le travail. Il est probablement, bon, à son poste, là, sans dire qu'il est nerveux et qu'il a besoin de se sécuriser et d'attacher une ceinture, quoi que ce soit. Il est là où il faut qu'il soit. Mais il est surtout très hâte de travailler et de tomber dans les recherches sur les vies xénomorphes. Moi, je pense que je suis juste prise par la tablette puis elle regarde tout ce qu'elle peut avoir comme information aussi sur cette possibilité-là que la lumière soit peut-être une créature consciente, vivante. Puis elle a regardé un petit peu ces schémas-là, puis elle se demande si justement, en captant de l'énergie, il n'y a pas possibilité pour que quelque chose, tu sais, elle a déjà perçu, tu sais, je pense qu'elle a même là, comme 2-3 coups d'avance, puis elle se dit, ils n'ont pas prévu de détecteur de radiation, et s'il n'y avait pas prévu
que c'était peut-être des dangers biologiques à l'intérieur. Fait que tout de suite, elle se fait une liste de choses qu'elle veut parler avec le médecin de bord, l'officier médical, dès qu'elle va arriver. Fait que tu sais, elle a déjà, puis elle se rend même pas compte qu'on accoste. OK, parfait. 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 À ce moment-là, vous êtes un peu tous justement dans votre petit moment à vous, prêt ou en train de vous préparer, en train d'étudier des choses, en train de prendre en considération les premières actions que vous allez vouloir faire sur la station. Et vous voyez que le capitaine Lugar continue un peu son processus de descente, continue à faire des rentrées de données, des calculs et tout ça. Et vous voyez qu'elle fronce un peu les sourcils avec un air un peu frustré. Puis elle va se tourner vers toi, Sajad, en te disant Sergent Sajad, est-ce que vous voulez venir ici, s'il vous plaît? Oui, capitaine. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, je tente de prendre contact avec la station. Malheureusement, je ne tombe que sur la balise par défaut, celle qui fait un peu la mention de l'accueil qui nous dit vers où passer, mais je n'ai pas de réponse claire et définitive. Est-ce que vous voulez tenter de continuer à prendre contact avec la station pendant que je continue la manœuvre de descente, s'il vous plaît? Oui, certainement. Je pense que Ok. Sajad se positionne pour faire un autre appel. OK, parfait. Tu vois que c'est très, très simple. C'est 2-3 touches sur lesquelles tu appuies, puis c'est un espèce de directement un genre de micro intégré dans lequel tu parles pour pouvoir tenter de prendre contact. Et effectivement, tu vois que sur l'écran devant toi, il y a vraiment comme juste les mêmes mots qui apparaissent, qui est comme un peu un message par défaut que la station envoie lorsque quelqu'un tente de se connecter ou que quelqu'un tente de prendre contact. Et c'est vraiment juste la mention du port le port d'attache dans lequel vous devez vous placer. Ok. Et à ce moment-là, vous voyez encore une fois une espèce de grande lumière rougeâtre qui passe devant le vitrail, devant le hublot, qui éclaire complètement le vaisseau dans lequel vous vous trouvez. Et vous commencez à entendre un espèce de vombrissement, quelque chose qui semble gronder comme si ce serait un tonnerre qui proviendrait de l'espace même. Et autour de vous, les objets qui ne sont pas accrochés commencent un peu à bouger sur place, à vibrer, à tomber sur le côté. Il y a peut-être même, j'imagine des fameux petits oiseaux qui tombent comme ça dans un... Ouais. dans Imagine un les truc mouvements d'eau, là. perpétuels. Ouais, un truc de mouvement perpétuel, puis il fait juste comme commencer à vibrer, puis tomber en bas avec le verre d'eau et à casser sur le sol. Et immédiatement, une lumière rougeâtre qui commence à s'allumer dans le vaisseau également, alors que vous prenez conscience que c'est une lumière de sécurité, d'urgence. Et vous voyez que le vaisseau commence tranquillement à perdre de la vitesse, ou plutôt à être attiré vers le bas, alors qu'il y a une espèce de pic dans l'effet gravitationnel du trou noir qui se fait. Et votre vaisseau semble comme être attiré par le trou noir, perdant ainsi sa vitesse en direction de la station. Et vous voyez que la capitaine, bien que la situation est comme un peu stressante, elle n'est pas encore en état de crise parce que veut pas, c'est une capitaine de vaisseau, elle n'est pas à son premier rodéo. Et vous voyez qu'elle continue à pivoter sur sa chaise, à toucher quelques touches, et elle commence à crier dans le vaisseau. OK, tout le monde, je vous demanderai de vous mettre jusqu'à votre siège de sécurité et attachez votre ceinture, s'il vous plaît. Mais là, c'est très inhabituel. Que le trou noir change d'état gravitationnel. Je veux dire, c'est mathématiquement impossible. Genre, je pense que je me mets à faire des calculs plutôt que de m'attacher. OK. Moi, tout de suite, je dis, capitaine Lugar, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Avez-vous besoin d'aide pour... Qu'est-ce qu'on fait? Je me place où? Sergente Sajad, attachez-vous, s'il vous plaît, maintenant. Sajad va s'attacher, mais il reste toujours sur le bout du siège pour aller pouvoir aider capitaine. Parfait. Et Eden Strom? Je me suis clairement attachée dès qu'elle m'a dit de m'attacher. Parfait. Vous voyez que le vaisseau continue sa descente en direction du trou noir. C'est un peu comme si au lieu de descendre en diagonale, en pente descendante, il commençait à aller plus en diagonale, en pente descendante, mais aussi en même temps sur le côté. Comme s'il glissait le bas d'une côte. Moi, oui. Je prendrais C'est sûr que quand je suis allé m'asseoir à ma place, j'ai vu que Dabikoski faisait rien et était en train de faire son calcul. C'est sûr, je l'ai tiré par le bras puis je l'ai positionné dans un des sièges. Je l'ai pas attaché, mais je l'ai assis. Attends, juste une petite... Puis là, genre, je demande à Sajad en faisant comme... est-ce que vous pouvez transmettre, peut-être... Puis j'essaierai de voir. Qu'est-ce qui se passe? Okay. Lâche ta cochonnerie puis assis-toi, là. C'est sérieux, là. Ben oui, sérieux, mais je vais m'attacher.
Parfait. Ben écoute, oui, on pourrait essayer de faire un premier jet, premier jet dans ce jeu de rôle-là, parce que ça reste un jeu de rôle, il faut lancer les jeux des fois. Non, 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 Dé- non. Déjà, je vais prendre en considération, vous allez tous gagner un point de stress. Les points de stress s'accumulent pendant la partie. Ils se descendent également au fil du temps. Simplement, lorsque vous prenez un temps de repos et tout ça. Vous avez tous un objet fétiche qui vous permet de descendre votre niveau de stress de 1 lorsque vous l'utilisez. Oh, ouais. Oui. Je pense que toi, c'est ton code barre. Ah, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Je me frotte le Ouais. cou. Faut que tu Oui. te scannes. Le scan. Fait que oui, tu peux me faire tu pourrais me faire un jet, s'il te plaît, de. Je vais regarder un peu qu'est-ce qui serait d'Adon dans ce contexte-là pour savoir un peu quelle est la situation. Tu fais je peux te permettre soit un jet d'observation ou même un jet de survie, je te dirais. Je pense que j'irai avec observation. Fait que si je comprends bien, je roule esprit plus observation, c'est ça? Plus ton dé de stress. Plus mon dé de stress. Hip là. L'objectif est d'avoir un D6. Un 6 plutôt. Un 6 de résultat. Ok. Puis je pense que ici, là, le but de Dabrikowski, c'est un petit peu de se dire. C'est très inhabituel. Je veux dire, un trou noir, normalement, devrait être extrêmement stable. Puis qu'on change comme ça de direction à cause du trou noir, je me dis, est-ce que c'est pas une vague de gravitron ou un. Je vais essayer de calculer quelque chose, de faire, est-ce que je suis capable de détecter qu'est-ce qui cause ça, puis ça peut nous aider dans le pilotage. Fait que, oh là là. Bon, ok. J'ai 2-6, mais j'ai un 1 sur mon dé de stress. Est-ce que ça a un impact si j'ai pas poussé? Absolument. Gosh. Dès que tu as un 1 sur ton dé de stress, ça va être en fait, tu vas devoir lancer sur la table de panique. Oh my. Ouais. Parce que je pense que c'est le cauchemar d'une astrophysicienne, qu'un trou noir devienne soudainement change de densité, genre c'est. Ouais, absolument. Fait que, genre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller. Hey, je pensais pas que ça allait arriver dans la première game pour vrai. C'est quand même. Un peu. Je vais te dire un peu comment ça va se passer maintenant. C'est une belle table en plus, si je me trompe oui. pas. Ouais. Je me suis L'art de attaché par l'échec. exemple avant. Ah ouais, t'es attaché, ok, parfait. Ouais, c'est ça, j'ai-tu l'action d'aide, là, vu que je l'ai rassis. Non, ça va bien se passer. Stress et panique, parfait. Ainsi, un jet de panique. Tu vas devoir, lance-moi un D6 et tu vas rajouter à ton résultat le niveau de stress que tu as présentement. Ok, c'est pas si pire. J'ai 3 au total. Tu tiens le coup. Tu réussis à maîtriser tes nerfs. Tout juste. Et juste comme elle répète en boucle, mais c'est impossible! Puis elle regarde les calculs puis les données qu'elle a sur sa tablette. Ouais. Elle a quand même 2-6, mais en ce Ouais. moment, ce que tu vois dans sa face, c'est. Mais c'est impossible! Puis je regarde En fait- sa jade, genre, puis je pointe la tablette, puis je suis comme, mais tu. Puis en fait, justement, c'est peut-être là en fait que vient ton stress. C'est du fait que c'est foncièrement impossible présentement ce qui se passe. Le genre de pic d'énergie ou même d'effet de gravitation qui est procédé par le trou noir, c'est des choses qui sont impossibles à prévoir et même impossibles à anticiper. C'est vraiment, tu ne peux tout simplement pas on va dire, comprendre ou savoir quand est-ce que ça va arriver, faisant en sorte que justement c'est une singularité qui ne s'explique pas. Donc, ton stress vient de là. Tu as compris, tu sais qu'est-ce qui se passe, mais l'affaire, c'est qu'en le sachant, tu comprends que tu peux pas en savoir plus. Puis, selon mes calculs, est-ce qu'il y a une possibilité, avec le type de vaisseau qu'on a, de vaincre le puits de gravité? Est-ce qu'en ce moment, il y a une façon qu'on peut sortir de ce trou-là? Tu sais que normalement, ça serait possible à mesure que vous gagnez quand même, vous séparez la distance entre vous et l'Erebos. Il y a la possibilité d'aller comme faire une espèce d'atterrissage forcé dans des endroits ou des zones qui ne sont pas nécessairement la piste d'atterrissage de l'Erebos. Je vais faire du mieux que je peux envoyer les informations à Grey au capitaine Lugar. Même s'il est paniqué, je vais juste essayer de transmettre les données, la nouvelle densité actuelle du trou noir pour qu'ils puissent calculer leur projection, dans quelle direction ils vont aller. Parfait. Au moment où tu envoies ainsi ces informations-là, vous avez une seconde secousse qui se fait. Un second effet de choc, alors qu'un autre jet de lumière rougeâtre traverse encore une fois votre hublot, faisant plonger ainsi votre vaisseau dans une espèce de rouge, encore une fois, infernal. Et autour de vous, tout se met à vibrer à une force, comme si vous étiez attiré vers une section ou un bord du vaisseau.
à un point où est-ce que ceux qui ne sont pas attachés doivent un peu s'accrocher ou même en quelque sorte se tenir vraiment à deux pieds, debout, de façon comme s'ils devaient forcer contre une force qui les poussait en sens inverse. Et vous voyez que ça n'est comme une espèce de petit creux. Et toi, tu comprends à ce moment-là, d'Abrikoski, que souvent ce genre d'effet-là, c'est comme une espèce de creux avant un deuxième choc plus important. Est-ce que tu en fais mention? Est-ce que tu ne le dis pas? C'est le genre de choses que tu vois dans tes calculs. Ouais, je pense que tout de suite, quand elle le voit arriver, elle parle à elle-même en faisant il y en a une autre. Puis elle lève la tête en faisant comme il y en a une autre! Elle fait juste gueuler. Genre qu'il y a une autre secousse qui s'en vient, genre. Mais elle n'est pas beaucoup d'adon. Elle fait juste gueuler. Une autre! OK, c'est pas. Elle dit pas quoi. Elle dit juste un autre. Une autre lumière. Parfait. Parfait. Pépé, est-ce que tout le monde est attaché dans notre équipage? Présentement, oui. Tout le monde est attaché. Okay. Tout le monde est attaché. Sauf Gray. Sauf que Gray, lui, n'est pas attaché. Il se tient comme debout, presque au centre entre vous tous. Et il se tient sur place. Et tu vois qu'il n'y a pas tant de difficulté à se tenir non plus. Il n'est pas en état de. Il se fait pas propulser à tous les bords, tous les côtés. Je vais demander à tout le monde, ainsi, de me faire un premier jet de mobilité. Yes! Mobilité. Si vous n'avez pas la compétence, vous lancez seulement votre attribut, c'est-à-dire l'attribut d'agilité, et vous ajoutez également, bien sûr, votre dé. T'as-tu encore pogné un 1 sur ton dé de... Oui, encore un sur le dé de stress. Impossible! Hey man, j'ai quand même pas mal de dés, là. Je pense que je vais pusher là-dessus. Je prends un stress pour pusher? J'imagine que je peux pas relancer le dé de stress. Non, c'est ça l'affaire, t'en lances pas tes 1. Mais tu l'as-tu réussi ou tu l'as même pas réussi? Non, j'ai pas réussi, il va falloir que je push. OK. Mais je prends un stress pour pusher, c'est ça? Oui, absolument. Là, peux-tu me rappeler, une réussite, c'est... Un 6. C'est juste les 6. OK. Ouais. Ben, OK, j'ai pas de réussite. Tu peux pousser. C'est un dé. Puis là, je rebrasse tout, mais je rajoute un dé de stress. Tu rebrasses tout sauf tes 1. OK, ça, j'en ai pas. Fait que tu rebrasses tout. Tu as un dé de stress de plus parce J'ajoute le dé de point stress. Parce que ton niveau de stress a augmenté. Non, toujours pas. Yeah, boy. Sérieuse? OK. OK, mais moi j'ai une réussite, mais j'ai un sur mon dé de stress à nouveau. Hey, j'ai la même affaire. Oh my Arrête. god! Moi, je panique. Je suis pas capable, mais je panique pas. Ça va bien. Ça fait bon sens. Je Ça chill va avec bien. le fait d'échouer. J'aimerais ça que Ben, moi, ceux j'ai qui eu, ont, c'est ça. ouais. Ceux qui ont une panique, j'aimerais ça que vous me lanciez un D6 et que vous rajoutiez en fait votre niveau de stress à ce résultat. Ok. T'as combien, Pierre-Louis? 7 Combien? total. 7. OK. Puis toi, de ton côté, Sajad? 2. 2. OK. Sajad, ça va. Tu tiens le coup. Tu tiens le coup. Est-ce qu'on prend un niveau de stress de plus dans ce cas-là? Ben en fait, tu en prends un parce que t'as-tu poussé? T'as pas poussé? Non. Non, mais t'en prends pas. T'en prends pas de plus. Ok. Ça m'en donne pas un de plus, là, parce que j'ai eu ma Non. table de... Sauf que par contre, de ton côté, d'Abrikoski, t'as des tressaillements nerveux. Parce que à cause de ce qui se passe présentement, ton niveau de stress et celui de tous les personnages autour de toi augmente de 1. Parce qu'ils te voient en fait stresser trop. Tu sais, mes mains stress à shake cause sur de toi. la tablette. Ouais. Puis genre, mes lunettes, genre, shake au bout de mon nez, genre. Puis à ce moment-là, les lunettes tombent au sol. Puis tu vois qu'elle essaie de récupérer ses lunettes, mais genre, elle fait un sketch à tout le monde, là, tu sais. Elle essaie de lire ses affaires. Et comme elle essaie de récupérer ses lunettes, mais elle est attachée, fait qu'elle est pas capable. Et là, ressaisis-toi, Dabrikoski, ressaisis-toi, là. Mes lunettes! C'est elle fait sérieux, juste là, pointer. calme-toi. Les lunettes. Le calme-toi. Elle la shake un peu. Au moment où tu dis calme-toi, cet effet de lumière encore revient, une autre lueur rougeâtre qui remplit le vaisseau à un point où que ça vous aveugle. Vous perdez tous la vue momentanément, une espèce de blanc, comme si vous regardiez le soleil directement. Et pendant ce moment-là, vous entendez une secousse très forte qui se fait, qui vient propulser plusieurs objets à l'intérieur de votre vaisseau. Vous entendez le bruit de quelqu'un qui comme s'étouffe, comme si quelqu'un perdait son souffle momentanément également. Et vous entendez aussi quelqu'un ou une autre chose plus lourde qui est propulsée sur le sol, qui est comme tombé sur le sol. Et lorsque la vue vous revient, tandis que la lumière retombe, vous apercevez votre capitaine, Lugar, sur le sol. Vous voyez qu'elle saigne du front, alors qu'elle s'est pété la tête
sur le poste de pilotage. Hmm. Et vous voyez que Gray a été projeté complètement à l'arrière de votre vaisseau. Et alors qu'il se tient difficilement sur le sol et essaie de se relever, vous voyez que ses membres sont un peu désarticulés, comme s'il s'en était brisé. Mais au final, il s'en fout un peu parce que c'est comme un androïde. Mais il essaie de comme reprendre, de se relever un peu. Les autres, vous avez été tous shakés sur votre chaise. Vous avez tenté de rester sur place. Brachioski t'a échappé des lunettes, comme tu mentionnais, et t'as échoué. En fait, vous avez tous échoué vos jets, je pense. Non, il y a eu un Non, succès. Ah, Ouais, vous moi, avez j'ai réussi. échoué. Parfait. Ouais, moi, j'ai échoué. Fait que Sajad et Dabrikoski, vous réussissez à rester sur votre chaise, mais tu vois que Endestrom, c'est comme si le fait que ça l'avait tant shaké que ta ceinture de sécurité s'était comme détachée et tu avais tombé sur le sol devant toi, mais tu t'étais pas fait mal plus que ça. Ok. Tu t'étais pas fait mal plus que ça. Tu es la première à prendre conscience, ou plutôt les premières à prendre conscience que votre capitaine est couché sur le sol, inconscient, le sang qui lui coule sur le front, le poste de pilotage avec une petite gouttelette aussi qui coule parce qu'elle s'est cognée la tête directement comme sur la vitrine. Et tu vois qu'il n'y a personne qui est présentement en train de faire le calcul pour pouvoir, disons, mettre le vaisseau en bonne direction, en direction de l'Erebos. Et Je tu peux-tu- sais que quelqu'un doit prendre ce rôle-là. Quelqu'un doit tenter de... Tant qu'à être détaché, je partirai à quatre pattes, me diriger vers. Puis, est-ce que je saurais, c'est genre quel genre de compétences piloter? Ben, C'est sûr. C'est piloté. il y a. Non, le pilotage. Ben oui, il y a Agilité. donc. pilotage. Ouais. Non, c'est vraiment pas ma force. God damn it. Je suis comme, vite, faut puncher! Faut quitter le puits de gravité le plus vite possible! Puis je vais juste Je crier. me détache. Sajad Ouais. se détache, puis elle part à courir, puis elle va prendre tout de suite le volant Ouais, c'est ça. du Puis, vaisseau, puis elle va tenter de retirer, puis elle va dire là, il va-tu en avoir un autre secousse de même? puis pendant ce temps-là, moi, j'essaierais de faire des soins médicaux à notre capitaine. À notre capitaine. Parfait. Oui, bien sûr. Tu vas pouvoir. Est-ce que tu tentes de faire des soins médicaux vraiment pour essayer de stabiliser ou tu tentes plus de, comment je pourrais dire, de s'assurer qu'elle est en état de ne pas subir d'autres chocs ou d'autres stress post-conscience? Fait qu'il y en a une qui, dans le fond, qui stabiliserait, puis l'autre qui la ramènerait. C'est ça que tu me Ben, dis? une qui va plus la stabiliser, puis l'autre va s'assurer qu'elle n'aura pas d'autres dégâts si, mettons, il se passe une autre. Ben, c'est sûr que si elle peut avoir pas d'autres dégâts puis qu'elle meurt pas, ce serait le fun d'avoir quelqu'un pour revenir, là. J'aimerais ça pas Parfait. mourir dans une station Parfait. de prisonniers. Parfait. Dans ce cas-là, je vais te demander de faire. Tu as le choix. Je te donne un choix soit de faire soins médicaux ou tu peux aussi faire un jet de survie. Bon, il y a là avec. Oh, oui, je vais prendre survie. 1, 2, 3, 4, 5, plus 2. De ton côté, sergente Sajad, tu vas pouvoir faire un jet de pilotage, s'il te plaît. Yes. Il y a vraiment des petites mains. Il les rentre pas toutes. Puis j'ai quand même Il est demandé sérieux. à Drabikoski si elle allait avoir un autre rafale comme ça aussi. Là. Ouais, je vais essayer de l'aider à distance du mieux que je peux. Je sais pas si c'est une possibilité. Oui, tu peux l'aider. Tu peux l'aider, ça va te rejeter un dé noir, sergente Sajad. J'ai 3, 6, dont 2 sur les dés de stress. Je sais pas si ça change de quoi qu'il soit sur les dés de stress, là, mais. Ça change rien sur les dés de Ok, stress. mais j'ai 3, 6. Tu as 3-6. Parfait. Tu vois que tu réussis. En fait, c'est comme si tu faisais presque un cocon au capitaine. Tu sais, je mentionnais tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui avait comme pris une couverte quand il s'était réveillé, mais tu l'enveloppes là-dedans et tu vas comme la placer en dessous d'un espèce un genre de petit comptoir pour être sûr qu'elle soit comme en sécurité en dessous de ça et qu'elle soit compacte et qu'elle ne puisse pas comme plus être projetée dans tous les bords, tous les côtés pendant que le vaisseau est sous un choc. Et tu vois que sa santé n'est pas à risque. Elle a Ok. vraiment perdu connaissance. C'est surtout ça qui s'est Parfait. passé. Bon. Présentement. Sergent Sajad, est-ce que tu as réussi ton action? J'ai 2 réussites, mais Mais j'ai un 1 sur mon jet, Oh sur un boy. de mes dés de stress. Wow. Je panique! parfait. Je vais te demander de me lancer un des 6, s'il te plaît. Plus mes niveaux de stress, 5 total. 5. C'est correct, tu tiens encore bon. Yes! Tu tiens encore bon. Tu vois que tu rentres quelques données, tu prends un bras, une espèce de bras manuel pour essayer de faire dévier le vaisseau tranquillement. Et tu le sais, Drapikoski, tu as fait mention que si elle ne réussissait pas à, disons, maîtriser le vaisseau actuellement, il allait probablement avoir d'autres vagues qui allaient vous frapper et possiblement attirer le vaisseau vers le trou noir. Mais rapidement, au moment où Sergent Sajad
Sajad prend le bras de vitesse, ou plutôt l'espèce de bras manuel, et commence à faire dévier le vaisseau, et tu vas tranquillement le tourner vers une autre section. Tu le sais que c'est pas la piste d'atterrissage, là. Ce n'est pas la piste d'atterrissage de l'Erebos. L'important, c'est de tout simplement aller comme rentrer en quelque sorte dans la gravité de la station et même à la limite s'accrocher après. Et tu la vois ainsi piquer du nez. Votre vaisseau commence à piquer du nez en direction de la station. Il n'y a plus de lumière rougeâtre. Il n'y a même presque plus de lumière en fait. À mesure que votre hublot complet ne fait que présenter un flanc de la station, une espèce de station un peu mécanique, noire, sombre, très peu de lumière. Et l'obscurité commence à envahir votre vaisseau, alors que les quelques lumières qui restent autour de vous, ce sont les boutons qui sont situés sur le tableau de contrôle et tout ça. Et il y a un choc qui se fait, un espèce de grand bruit, du son de métal qui s'entrechoque, qui se déchire, qui vient traverser une partie de votre vaisseau. Et on va arrêter la partie là pour ce soir. Oh non! Hey, ça va bien. Ainsi. Ça va bien, gang. Ça va bien. Ainsi. Première partie de Alien au cœur des ténèbres. Encore une fois, merci à mes joueurs et joueuses. Merci beaucoup à vous de vous lancer dans ce jeu. Merci à votre stress. Merci à Merci à toi, Arkham Pépé, Asylum. Merci Ça fait à toi, plaisir. Maison. Merci à Arkham Asylum de nous avoir fourni l'ouvrage de base. Je le feuillette à chaque 30 secondes pour être sûr. Et merci bien sûr à nos Patreons qui nous continuent de supporter pour ce mois d'été qui est 2024. Si jamais vous écoutez cette vidéo en 2028, sait-on jamais. Et pour les autres, on se dit à mercredi prochain pour un autre épisode d'Alien au cœur des ténèbres. Au revoir.